Rencontre africaine, l'entretien. Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans ce nouveau numéro de Rencontre africaine présenté par Adjara Sogodogo. Nous allons parler aujourd'hui de la littérature africaine. Notre invitée est une élégante femme de lettres née à Alger où elle a fait toutes ses études, installée par la suite à Constantine où elle ouvre son cabinet d'opticienne. Récemment, elle s'est lancée dans l'écriture avec son premier roman intitulé La Cafrado, le nouveau départ, publié en 2021 chez Kasbah Éditions, puis un second roman 2 ans plus tard intitulé La Cafrado sans mêler terre mosaïque. Malika Chitour Daoudi, bienvenue à Ifrika FM, la voix africaine. Bonjour Adiara, bonjour les auditrices et les auditeurs de Ifrika FM. Mais je suis ravie, au-delà des mots, d'être reçue dans vos locaux, dans votre studio. Avec plaisir. Merci, parce que la dimension africaine dans la Cafrado prend beaucoup de place. Je dirais que l'ancrage africain me tient vraiment à cœur dans ce roman. Donc la Cafrado, c'est un roman polyphonique. Il y a 2 personnes qui parlent. Il y a 2 héroïnes. Il y a d'abord Francesca, c'est elle qui ouvre le bal. Elle est sicilienne. Elle veut fuir la guerre, le malheur de la Sicile du fin 19e siècle. Nous sommes 100 ans avant l'indépendance algérienne, 1862. Et pour ce faire, pour fuir vers un nouvel Eldorado dont elle a entendu parler sur les quais du port, elle a besoin de bras d'homme. Elle veut acheter un esclave. Mais c'est le regard de Dorato Mayala, donc, qu'elle croise au marché aux esclaves. Elle achète Mayala parce qu'elle se reconnaît en elle, elle voit une certaine détresse. Mais Mayala n'est pas née esclave. Mayala est princesse d'Ogon, du Mali. Donc, elle a été kidnappée par le peuple Peul, parce que c'est les guerres de l'époque, les tribus, les conflits, les deux royaumes ennemis. Je rappelle que les Dogons, ils sont au centre du Mali, et sur les falaises du Bandiagara. Et donc, toutes les deux, ces 2 personnes très différentes, l'une qui vient d'Afrique, l'autre qui vient d'Europe, de 2 couleurs de peau différentes. Je rappelle l'époque, fin 19e. Francesca ne voyait pas souvent ça. Elle est fille de serfs aussi. Elle a la chance d'être instruite parce que les serfs sont aussi comme des esclaves. Ils sont vendus avec les terres de la noblesse. La noblesse a droit à l'instruction, pas les serfs. Mais elle a la chance d'être instruite. Donc elle se reconnaît quelque part dans Mayala. Elles partent toutes les 2 par une nuit sans lune, elles prennent le bateau et elles arrivent dans cette terre promise qui est en fait la côte algérienne, Annaba, Beaune à l'époque. D'accord. Là commence une nouvelle vie pour toutes les 2. D'accord. Là, je vois que vous m'avez déjà devancé. Je rappelle que la Cafrado, vous avez reçu le prix... Vous avez reçu des prix par rapport à ça, notamment les prix ont été remis par les jurys de l'Université des Frères Mantouri à Constantine, à l'est de l'Algérie, comme meilleure œuvre et d'expression française. Dites-moi, c'est quoi le secret? Qu'est-ce qui vous a mené dans ce sens-là? Qu'est-ce qui m'a mené vers l'écriture? Déjà, je lisais beaucoup, enfant, sans même comprendre les mots. Je lisais. Mon père nous achetait les livres de contes et je ne savais pas lire. J'ai appris à lire « Il était une fois ». Et toutes les histoires commençaient par « Il était une fois ». Et c'est comme ça que j'imaginais... C'était des contes, mais je ne pouvais pas toujours lire parce que je ne savais pas lire. Et donc, j'imaginais... C'était à quel âge? C'était 4 ans, 3 ans, on a tout de suite eu pas beaucoup de livres parce que mon père fonctionnaire, on n'avait pas des moyens extraordinaires, mais le livre était présent. Nous avons eu
tout de suite des livres. Mon père, quand il rentrait du travail, il prenait un livre. Moi, je prenais mes contes, donc je tournais les pages et j'essayais de deviner l'histoire qu'il pouvait y avoir derrière. Et ça s'est poursuivi au fil de la scolarité. J'étais à l'école algérienne, un cursus algérien des années fin 70, où nous avions une armoire où c'était magique. Il y avait des livres en arabe et en français. Donc 3 bons points donnaient lieu à un livre. Donc on pouvait lire un livre si on avait 3 bons points. C'était un système qui marchait très bien. C'était une grande découverte que cette armoire dans chaque classe des écoles algériennes. Donc c'est un parcours, on va dire, vous avez eu un parcours classique, à peu près comme tous les autres Algériens. Oui. Oui. Justement, de coutume, les écrivains algériens d'expression française, quand ils s'ouvrent sur l'extérieur, ils se tournent plutôt vers le nord, c'est-à-dire l'Europe. Mais vous concernant, c'est tout à fait le contraire. Se tourner vers l'Afrique est-il un choix réfléchi ou juste une brève aventure? Pourquoi ce choix? Parce que j'ai constaté une grande injustice. Nous sommes africains et on le voyait nulle part. C'est bon de le rappeler. Oui, on le voyait nulle part. On dit souvent les Africains en parlant des Africains subsahariens. Il suffit d'avoir une couleur de peau différente des Africains du Nord pour qu'on dise « Ah, ces Africains », même s'ils sont algériens, du Sud. Donc, c'était injuste et vraiment faux. Je trouvais ça très faux. Nous sommes Algériens, Africains, Maghrébins aussi, mais surtout Africains. Et donc, j'avais l'histoire en tête de Francesca, mais ça ne rendait pas justice et ça ne me donnait pas l'occasion de dire tout ce que j'avais envie de dire. Si elle vient en Algérie, elle vient en Afrique. Donc je rappelle, c'est un roman polyphonique. Les 2 héroïnes parlent à tour de rôle. Donc c'est d'abord Francesca qui se raconte. Elle ne s'adresse pas au lecteur, elle se raconte. C'est à la première personne, c'est le jeu. Et ensuite, le chapitre suivant, c'est Mayala, c'est Dorato qui parle. D'accord. Et donc, elle voit les mêmes choses, mais elle raconte les choses d'un prisme différent. Mayala raconte... ce qu'elle a vécu. Non. Par exemple, nous voyons un dé toutes les deux, vous voyez le 6 et moi je vois le 1. C'est le même dé, c'est une même vérité. Donc, c'est une même situation qu'elles vivent toutes les deux. D'accord. Mayala raconte avec sa perception propre de clairvoyante et avec son acquis, ses racines. Elle est petite fille de chamane, elle a la force des anciens en elle. Et Francesca raconte ce qu'elle voit, elle, avec sa perception européenne. Les deux racontent l'Algérie et ce qu'elle voit de l'Algérie de 1862 et les injustices qu'elle découvre en Algérie. Parce qu'elle pensait découvrir une terre peuplée de sauvages et de gens incultes. Et une terre où les gens, où les indigènes, comme on nous appelait, oui, ne cultivaient pas, ne prenaient pas soin de ce que leurs ancêtres leur léguaient. Ces terres-là, très fertiles. Voilà ce que Francesca entendait sur les quais du port. Si je peux me permettre, c'est comme si les deux héroïnes, ils avaient des préjugés, des stéréotypes concernant l'Algérie. C'est exactement Mais ça. une fois sur place, ils ont été confrontés à toute une autre réalité, oui, qui est positive par rapport à ce qu'ils avaient oui, entendu parler. On a tous des préjugés, il y a toujours des stéréotypes, ça ne change pas. L'histoire se répète indéfiniment. Il y avait des préjugés sur l'Algérie. Francesca croyait ce qu'elle entendait sur les quais du port, ce que la France coloniale donnait comme instruction aux soldats qui venaient, aux colons qui pouvaient venir vers l'Algérie. C'était écrit sur les bréviaires qu'on confiait aux soldats. Donc pour elle, c'était une vérité. Cette vérité a été ébranlée quand elle est venue à Bona, à Annaba. Cette ville, cette terre est peuplée par ces locaux. Il y a des gens qui habitent là et des gens qui savent lire et écrire, contrairement
à ce qu'elle a vécu chez elle. Elle est rentrée dans la tente de Kader, Yuma, Lella, Selma, c'est les personnes qui habitent là. Elle s'est retrouvée dans leur tente et elle avait l'impression de revivre les 1001 nuits. Donc preuve est qu'il y a une culture et un raffinement qu'elle ne pensait pas trouver. D'accord. Qu'est-ce que signifie exactement le mot Kafrado qui apparaît dans les 2 titres de vos 2 romans? Oui, alors c'est le titre principal. La Kafrado est un symbole. C'est le nom de la ferme qu'achètent Francesca et Dorato, puisqu'elles sont toutes les deux dans cette aventure. C'est Kader qui vend une partie de ses terres, on le saura pourquoi en lisant, et donc elle a choisi de nommer cette ferme-là, la Kafrado, c'est un grand domaine qu'elle fructifie, toutes les deux. Mais elle choisit ce nom parce que ça a une signification. K pour Kader, Fra pour Francesca, Do pour Dorato. Et voilà, c'est toute une symbolique. Donc c'est la constitution de leurs différents noms qui forment la Kafrado. La Kafrado. D'accord. Mais pourquoi ce choix d'une malienne, surtout Dogon? Pourquoi ce choix? C'est tout bête. Parce que je vous ai dit, jeune, il y avait les livres de mon père sur une étagère et il y avait une collection. La collection des mystères de la planète. C'est des petits livres Bordeaux, les connaisseurs connaissent, de la collection J'ai lu. La Terre et ses mystères, voilà, l'histoire et ses mystères. Et il y avait Ramsès II, il y avait les assassins, et il y avait la civilisation Dogon. On a déménagé, tous ces livres sont partis, sans que j'ai pu avoir accès à eux. D'accord. Parce que j'étais jeune, je pouvais lire que les titres. À 10 ans, voilà, je pouvais pas, c'était tout petit, c'était un peu ardu pour moi. Oui. Mais par la suite, ça m'est resté en tête, et je les ai tous lus. La secte des assassins, Ramsès II et les Dogons. C'est fascinant comme civilisation et cet aspect, cette culture, cette science de la cosmogonie Dogon qu'on ne connaît pas alors qu'il y a une planète, une étoile qui a été connue dans la cosmogonie Dogon depuis des siècles que la NASA n'a découvert que dans les années 70. Et c'est pour soulever ce pan aussi de cette civilisation qui en fait m'apporte beaucoup, elle m'enrichit Kafrado. Je vois que vous êtes une écrivaine sans frontières, vous êtes là, vous faites un brassage non seulement de culture, mais aussi de personnages à travers vos 2 romans. Vos écrits sont un mélange de fiction et d'histoire avec un H majuscule et vous avez même reproduit dans le premier roman le personnage d'un des de Abdelkader. Oui, exactement. Oui, j'ai deviné. Donc vous avez parlé du soufisme, de l'imanisme. Et, je sais pas, vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, comme c'est un roman qui s'inscrit dans une partie de l'histoire très importante de l'Algérie, 1862, je ne pouvais pas raconter une petite histoire sans l'inscrire dans la grande, celle de l'Algérie. Et donc, pour parler de l'Émir Abdelkader et de je dis H, mais là vous avez embrassé tout. Il n'y a pas que l'Algérie, vous. Parce que j'ai envie de dire plein de choses, plein de choses, et je trouve des moyens détournés d'en parler. L'humanisme de l'Émir Abdelkader, je voulais le soulever. Par quels moyens? Alors je fais appeler l'autre héros de Kafrado, je le fais appeler Kader pour pouvoir parler de l'émir. Et donc, quand le héros... C'est stratégique. Oui, si on a envie de dire les choses. Et Francesca, quand elle demande au monsieur comment il s'appelle, il lui dit « Je m'appelle comme celui pour qui vous avez sonné les cloches. » Parce qu'elle lui avait raconté que le père Marco, qui l'avait instruite et parlait de ce pays, avait sonné les cloches, qui est l'Algérie. Elle avait des bribes comme ça de l'Algérie, mais c'était confus. Les stéréotypes, les préjugés, mais elle avait une certitude qu'il y avait un émir qui s'appelait Émir Abdelkader, qui avait sauvé les chrétiens d'Orient. Et pour l'en remercier, le père Marco avait sonné les cloches de l'église. Et donc c'est l'amitié entre les peuples, entre les religions que je voulais mentionner dans la Kafrado. Pour dire tout simplement qu'on est tous des humains. Oui, oui. Aujourd'hui, on a besoin de mettre de la lumière sur notre culture africaine en vue de faire connaître
tout d'abord à nous-mêmes et au reste du monde, que notre culture plurielle est universelle et surtout humaniste. Que pensez-vous de cette citation, je vais dire? Il faudrait que les guerres sont là pour nous... On nous met des différences, on nous instille de la haine pour créer des guerres, pour nous dire que nous sommes différents alors que nous sommes tous issus de la terre. Et on met des frontières, on met des drapeaux, on met des drapeaux aux langues, alors que les langues sont plus grandes que les drapeaux. Les langues appartiennent à tout le monde. Et la terre appartient à celui qui l'aime et qui lui a été, qui est né. Et on nous la transmet. Et quelqu'un qui n'est pas né dans une terre ne peut pas l'aimer d'amour comme celui qui en connaît l'essence. Exactement. Chers auditeurs, ce numéro touche à sa fin. Je remercie sincèrement Malika Chitour Daoudi d'avoir été notre invitée dans la rencontre africaine. On a parlé de littérature. Un dernier mot, Malika? Merci de m'avoir reçue. Je suis ravie d'avoir fait votre connaissance, Adiara. Ça fait plaisir. De même pour moi. On a pu parler de la magie d'Ogon, de la cosmogonie, et encore beaucoup de choses à évoquer. La cérémonie des masques, les falaises du Bandiagara. Effectivement. Oui. Et donc merci. Et j'espère vous retrouver bientôt, le plus vite possible. Et j'invite les auditeurs à venir à l'Institut italien, s'ils le désirent, le 16 décembre à 15h30 pour parler plus longtemps de la Cafrado. Et il n'y a pas que moi, je pense que toute l'équipe d'Ifrica FM est contente de vous avoir. Ah, mais... Oui. Quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve dans un autre numéro des rencontres africaines, mais vu que Malika a parlé de Dogon, je suis malienne, je ne peux pas parler en Dogon, je ne suis pas Dogon, mais la langue la plus parlée au Mali, c'est le Bambara. En Bambara, comme on le dit tout court, Iniche, qui veut dire merci. Iniche. Oui, Iniche. Iniche, Adiara. Oui. Chers auditeurs, pour ceux qui parlent le Bambara, Malika va faire le 15 décembre car abna kuma ni livre kan aw mogo munun be no ko intéressé le no abe feka kuma munun be feka fo ni livre ko ina na mi fo dogon ko la aw yɛrɛ b'a dɔn c'est très rare de trouver une écrivaine min be kuma farafina kan, surtout elle a choisi les pays subsahariens, donc ça nous concerne tous, on est tous des Africains. Vive l'Afrique, vive Ifrica FM.